à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Nous retournons pour une troisième fois à la Tour des Azalées pour une troisième émission avec Alain Bled qui nous présentera cette fois-ci son nouvel ouvrage Madagascar Project. C'est une fiction où Hitler, durant la Seconde Guerre mondiale, déporte les Juifs à Madagascar. Et nous verrons ce qu'est une uchronie, c'est-à-dire une histoire parallèle, comme c'est le cas. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Voici de retour sur le pont supérieur du navire amiral de Radio Sud Plus et voilà. Je suis avec Alain Bled. On a affronté des tempêtes mais on est toujours là. Voilà, on tient la barre. Alors Alain, nous allons discuter de ton dernier ouvrage qui s'appelle Madagascar Project. C'est une uchronie, c'est-à-dire une histoire parallèle où les Allemands déportent les Juifs à Madagascar pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors Madagascar Project, bon, on remarque qu'il y a une croix gammée, qu'il y a un officier nazi, qu'il y a une dame qui est sûrement juive, donc on va le préciser, c'est une uchronie. Donc l'uchronie, c'est une histoire parallèle qui est créée par un moment historique qui est manquant et qui change la chronologie des faits, en fait. Voilà. Donc, c'est cela, c'est de l'histoire parallèle, tout simplement. C'est où on répond à la question et si un tel avait fait ceci, et si tel personnage historique n'avait pas fait cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce roman est en partie uchronique, parce que la première partie est historique. Et le point de bascule... Alors, tout bascule le 18 juin 1940. Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que De Gaulle ne fait pas son fameux discours, que Hitler fait la paix avec les Anglais, qu'il garde l'alliance avec Staline, et donc que l'histoire devient totalement changée. Oui, parce qu'il n'y a pas de blocus de la part de l'Angleterre sur les mers. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça entraîne? S'il n'y a plus de blocus sur les mers, ils peuvent mettre au jour leur projet qui était de faire émigrer tous les Juifs d'Europe vers les colonies françaises, pour s'en débarrasser bien sûr, en espérant qu'ils allaient être bouffés par les indigènes, ce genre de choses. Tu vois. Donc ils n'avaient pas des idées humanitaires en faisant ça. C'était simplement pour se débarrasser de l'immigration en Europe qui était beaucoup trop forte selon eux. Alors c'est un livre à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'aspect historique jusqu'à ce 18 juin 40. Ensuite, ça devient uchronique, c'est-à-dire que j'imagine l'histoire telle qu'elle aurait pu devenir si, effectivement, la guerre s'était arrêtée. Alors, on imagine que les Juifs sont réellement déportés à Madagascar, d'où le projet initial, le Madagascar Project, qui avait été, il faut le rappeler quand même, effectué au départ par les Français et les Polonais, puisque c'est le gouvernement polonais qui voulait donc, devant l'afflux d'immigrants juifs, essayer de les faire changer de territoire. Et ils avaient imaginé avec les Français de faire émigrer tous ces Juifs.
Voilà donc le début de l'histoire, et ça commence par des aventures à Madagascar avec une délégation polonaise qui part là-bas, avec également un aventurier, un journaliste, qui sera chargé de transmettre aux Polonais et aux Juifs de Pologne les bienfaits qu'il y a à émigrer dans ce pays et devenir colon à Madagascar. Alors effectivement, ensuite, ça ne s'est pas passé comme ça malheureusement dans la véritable histoire. On sait comment ça s'est terminé. On n'a pas pu faire émigrer les Juifs donc ailleurs qu'en Europe, et ça s'est terminé par la Shoah de manière dramatique, avec des millions de Juifs morts, comme on sait. Alors, l'histoire uchronique, les gens ne savent peut-être pas trop quelquefois ce que c'est qu'une uchronie. L'exemple le plus célèbre, c'est le livre de Philippe Van Dyck, Le Maître du Haut-Château. Il y en a également un autre qui décrivait Cuba, qui n'a pas pu être envahi par Fidel Castro, et qui finalement, Fidel Castro continue à faire de la guérilla à Cuba. C'est changer l'histoire telle qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas donc eu tous ces problèmes. Qu'est-ce qui se passerait, je ne sais pas, si Poutine n'avait pas envahi l'Ukraine? Voilà, on pourrait faire maintenant un truc comme ça, mais c'est encore un petit peu prématuré. Et donc, il faut faire la différence entre le moment où le roman et un roman historique, et celui où il va devenir uchronique. C'est-à-dire que là, je ne respecte plus du tout les faits historiques, mais en même temps, je parle de véritables faits et de véritables personnages à travers la suite de l'histoire telle que je l'ai réinventée. Il y a beaucoup eu d'uchronies d'ailleurs faites qui se passent pendant la guerre de 40, parce que c'est vraiment une période idéale. Imagine qu'Hitler ne soit pas né, carrément. Voilà. Hitler n'est pas né. Ou alors il est devenu vraiment artiste peintre. Il y a un marchand de tableaux qui a dit « Vos tableaux sont géniaux, je les garde », et Hitler devient artiste. Tu imagines? Donc ça aurait tout changé. Ou alors, la fin de la guerre, j'y fais allusion d'ailleurs dans le livre, Hitler finalement a existé parce qu'il y avait une rancune également des Allemands devant la France, l'humiliation qu'ils avaient subie à la fin de la guerre de 14-18. L'Allemagne humiliée, donc, a trouvé moyen de se venger par le biais d'un dictateur qui a imposé sa loi aux Allemands. C'est effrayant. On voit, ça se rapporte à notre époque également, quand tu vois que ce qui se passe même maintenant, de nos jours, et la manière dont on peut monter les peuples les uns contre les autres. Ça avait déjà commencé à la guerre de 14-18. Les Allemands, c'était des affreux chleux, des boches, il fallait tous les tuer. Et on mettait dans la tête des gens que l'adversaire, l'autre, était vraiment un ennemi qu'il fallait abattre. Les Allemands, de leur côté, faisaient pareil avec les Français, et puis on a vu les boucheries que ça a donné. On a fait ensuite pareil avec les Juifs, en disant les Juifs, c'est eux qui accaparent tous les sous. Pour être bien précis, il ne faut pas oublier que dès 1933-34, il y avait déjà une idée des Allemands, des nazis, d'envoyer les Juifs à Madagascar et dans les colonies des pays conquis, comme la France. C'était déjà dans mon projet. Ça ne s'est pas fait, mais les Français et les Polonais ont repris donc de manière plus approfondie en 1936. Et comme ça ne s'est pas fait non plus, pour les raisons que j'évoque dans le livre, en 1940, Hitler a dit on va le faire. Il ne l'a pas fait non plus dans la réalité historique, à cause du blocus anglais, à cause de sa guerre avec son ancien ami Staline, etc. Mais s'il n'y avait pas eu justement tous ces événements, si Hitler avait arrêté la guerre, il aurait pu envoyer les Juifs dans les colonies françaises. Si Hitler avait été, entre guillemets, un petit peu plus pacifique, ça aurait pu se faire, en fait, s'il n'avait pas s'il n'était pas entré en conflit à la fois avec l'Angleterre et puis s'il n'avait pas rompu le pacte germano-soviétique là, avec, comme tu viens de dire, avec son ami Staline, il aurait pu créer ce projet, et les conséquences, c'est que ça aurait changé ça aurait changé pour les Juifs déjà. Ça aurait changé le dessin soit les Juifs, donc j'imagine, je ne vais pas dévoiler la suite, mais enfin, on peut imaginer, si on est pessimiste, que les Juifs et les indigènes se seraient entretués. C'est d'ailleurs ce que prévoyait Goebbels. Oui, bien sûr. Certainement. Il disait, ils vont s'entretuer, ils vont être victimes. Il y aura des maladies, ils vont être victimes. Donc, ils vont mourir naturellement, on n'y sera pour rien. Bon, ça ne s'est pas produit comme ça dans mon uchronie, mais ça aurait pu se produire comme ça également. Ils ont voulu créer un genre de camp de concentration soft à travers Madagascar. Et comme ça, c'était dirigé à la fois par les Français et les Allemands, tranquille.
personne n'était responsable s'ils mouraient de maladie. Un peu comme quand on a conquis l'Amérique, n'est-ce pas, et que les indigènes sont tous morts de maladies causées par les premiers colons et tout. Ah, ben c'est pas nous qui les avons tués, ils sont morts de maladie. Moi, cette technique-là, ça me fait beaucoup penser à la technique de, je sais pas si tu le connais, enfin, je sais pas si tu sais, tu mets une grenouille dans un truc, dans de l'eau, et tu fais monter l'eau tiède, et tu fais monter la température de plus en plus, enfin très lentement, et puis à la fin, la grenouille ne se rend pas compte et elle meurt. Donc c'était, dans ton uchronie, c'est ce que les Allemands auraient essayé avec les Juifs s'ils avaient envoyé les populations juives à Madagascar. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs déjà avant, parce que tu te souviens que dans les années 30, on a commencé par dire aux Juifs, bon ben maintenant vous ne pourrez plus être fonctionnaire. Après on leur a dit, il faut mettre une étiquette, une croix, enfin pas une croix, une étoile de David sur votre magasin. Après, on leur a dit, finalement, vous n'avez plus le droit du tout d'ouvrir votre magasin. Tu vois, ça a été progressif. Et puis après, quand on les a mis dans des trains pour les envoyer on ne sait où, ils ont marché comme ça. Et on se demande quelquefois, mais comment ils ont pu accepter ça? Comment ils ont pu accepter? D'accord. Maintenant, j'aimerais revenir sur la société, cette nouvelle société uchronique telle qu'elle est dans ton ouvrage. Alors justement, les Allemands déportent les Juifs à Madagascar, et donc nous avons une nouvelle société coloniale avec au sommet les Allemands, la Wehrmacht et les SS, et puis après il y a les colons français qui sont là depuis... Et les colons français et des colons juifs qui ont moins de droits que les colons français quand même. Voilà, et puis il y a les Malgaches qui ont leur statut d'indigène, la loi de l'indigénat. Voilà. Et puis les Malgaches, il y a 18 tribus, et puis en grosso modo ils sont séparés, sont divisés avec les Mérinas qui sont dans les hauts plateaux, et puis les gens de la côte qui sont considérés peut-être comme leurs esclaves. Qui étaient moins considérés. Qui sont comme leurs esclaves. On pouvait dire, mais alors il y avait du racisme et de l'esclavage aussi chez les Malgaches. Comme quoi, mais c'était peut-être pas la même chose tout à fait. D'ailleurs, j'explique tout ça dans le livre. Il y a ce conflit, ce côté, être inférieur qu'on retrouve dans toutes les ethnies, dans tous les continents, dans toutes les îles. On est toujours l'inférieur ou le supérieur de quelqu'un, et ça c'est terrible. Alors c'est une manière d'évoquer également un deuxième degré qu'il y a dans le livre. Et puis sans dévoiler trop, il y a aussi ce côté colonial. Alors là, au départ, pourquoi j'ai fait le livre? Au départ, j'avais été vraiment scotché quand j'ai lu par hasard un article en anglais d'un certain Eric Jennings qui parlait de la colonie à Madagascar, et puis d'autres également qu'il a fait sur la possibilité justement de faire émigrer les Juifs à Madagascar. C'est quelque chose qui n'est pas très connu à La Réunion. Il n'y a pas eu de bouquin à ma connaissance de fait sur la question, mais c'est vraiment, pour moi, c'était un sujet passionnant. Et ça m'a donné l'occasion de parler non seulement du problème des Juifs en Europe dans les années 30, mais aussi du problème des Malgaches dans leur propre pays, du temps de la colonisation française, depuis Gallieni. D'accord, et si on regarde bien, quelque part, dans cette uchronie où des Juifs sont déportés à Madagascar, les Juifs, ils jouent dans ton livre le rôle d'un révélateur de la société coloniale, en fait. Ils ont un rôle de révélateur, parce qu'ils permettent de mettre en évidence les rapports entre les dominants et dominés, entre les Français et les Malgaches, et aussi, là, les Français, ils sont dominés eux aussi, justement, par les Allemands, donc c'est une société de castes qui se met en place, avec des rapports hiérarchiques bien précis, avec sa propre logique. Et alors, pour des raisons également que je donne dans le bouquin, qui sont certainement des raisons de roman, on va me dire, mais historiquement c'est nul ton truc. Non, il y a des points communs entre les Juifs, la société juive et la société malgache. Il y a plein de points communs qui n'ont peut-être rien à voir avec le fait que, à la base, les Malgaches n'étaient pas des Juifs. Mais tu as quand même des points communs, même dans la culture originelle. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir une synergie entre les Juifs et les Malgaches. Et dans le roman, dans l'Uchronie, ils s'aperçoivent qu'ils ont des points communs qui peuvent s'allier ensemble. Alors on pourrait dire, pour simplifier, que les Juifs vont s'occuper de l'économie et les Malgaches donc de la société. Tu vois, un petit peu comme tu as toujours quelqu'un... La question, c'est que chez les animistes, comme chez les Malgaches,
Est-ce qu'ils peuvent s'arranger avec une autre religion? Bon, ils ont déjà été christianisés, mais je veux dire par là que est-ce qu'il peut vraiment y avoir une synergie entre les deux religions, entre l'animisme et il peut y avoir le les deux. judaïsme? Il peut y avoir les deux, ouais. On peut imaginer que c'est un État laïque. Ouais. Les Juifs, généralement, sont tolérants. Bon, même des Juifs se marient avec des catholiques. Il y a un mélange quand même qui se fait quelquefois. Et puis les Malgaches eux-mêmes sont issus d'une religion différente de la religion catholique qu'on a voulu leur imposer par la suite. Donc tu as une tolérance religieuse qui est un peu celle qu'on trouve d'ailleurs aussi à La Réunion, parce que tu as un mélange. Et donc c'est pour ça que dans mon histoire, les Juifs et les Malgaches arrivent à s'entendre, et finalement, chacun respectant la religion de l'autre, il y a une fusion qui se fait entre les deux, avec peut-être plus de spécialité, je le disais, au niveau économie pour les Juifs. En fait, quelque part, tu recrées la société réunionnaise à l'échelle de Madagascar avec d'autres communautés, en fait. Voilà. Part, c'est un peu ce que et finalement, ceux qui se retrouvent un petit peu les perdants dans cette affaire, ce sont principalement les colons français. Ouais. Et là aussi, je parle des colons, mais avec bienveillance en ce qui concerne les petits colons. Parce que je sais très bien, et comme en Algérie, comme partout, les petits colons, c'est eux qui ont payé les pots cassés pour les gros colons qui abusaient des indigènes. Donc Alain, je te remercie pour ce nouvel ouvrage. Et où peut-on trouver ton livre? Alors l'éditeur, c'est l'Éclipse du Temps. Les livres sont... Alors c'est une association, c'est l'Intelligence aux pieds nus, comme le livre que j'avais fait avec Dominique Gontier, L'enfant jeté, dont tu te souviens, on avait parlé à l'époque. Alors c'est une association, c'est diffusé par Comme qu'il faut. Tu connais Comme qu'il faut, c'est Zacharia Mal. Et donc, si les libraires veulent en commander, ils s'adressent à l'association Comme qu'il faut, qui va proposer d'ailleurs aux libraires, on peut le commander tout de suite en librairie. N'hésitez pas, amis lecteurs, à commander le livre en librairie. Il vous sera livré à domicile, même pour les particuliers. N'hésitez pas. Comme qu'il faut, livre à domicile. Et tous les livres de sa collection, les collections de l'Éclipse du Temps, dont ce magnifique livre, et puis également les autres livres qui sont faits par d'autres auteurs. Donc vous avez Comme qu'il faut, donc à Saint-Denis, qui livre partout les livres en question, voilà. Et donc n'hésitez pas à le commander à votre librairie, et il y sera peut-être déjà. Moi j'ai une dédicace le samedi 9, à la librairie La Nouvelle Colombe au Tampon. C'est le 9 avril, j'imagine. 9 avril, oui. Le 9 avril. 9 avril. Tu auras déjà diffusé ton émission? Oui, bien sûr. D'ici là, j'aurai déjà diffusé. Le 9 avril, toute la journée, 2022, la Nouvelle Colombe au Tampon. Je dédicace ce livre et les autres également, si vous ne les avez pas encore lus. Voilà. Allez, merci Alexandre. Eh bien, merci à toi Alain pour ce magnifique ouvrage. Et on vous retrouve dans la librairie justement, et puis je vous recommande... En librairie, commandez-le. Voilà. Vous l'aurez rapidement. Voilà. Très bonne journée à vous mes amis. Alain Bled est un homme avec une imagination débordante, très créative, et il nous l'a prouvé avec son nouvel ouvrage. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Mangue. À très bientôt.